Souleymane Niang. Nous nous rendons donc à Kaolack, plus précisément à Medina Baye, au lendemain du rappel à Dieu du khalife général Cheikh Ahmed Tidiane, dit Pape Cheikh Niass. En direct avec nous, Aminata Goudiaby, bonjour. Aminata Goudiaby, que nous allons retrouver à Medina Baye, à Kaolack, au lendemain du rappel à Dieu du khalife général de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, dit Pape Cheikh, qui donc est décédé hier. Nous tentons de retrouver en direct Aminata Goudiaby donc à Kaolack. En attendant, nous allons faire connaissance avec son successeur, Cheikh Mahi Niass, qui succède donc au khalife général de Medina Baye. On me signale que Aminata Goudiaby est en ligne. Aminata Goudiaby, bonjour. Oui, bonjour Souleymane Niang. Alors, au lendemain du rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, dit Pape Cheikh, quelle est l'ambiance à cet instant à Medina Baye? Comme vous pouvez l'imaginer, Souleymane Niang, Medina Baye est actuellement en effervescence. Les fidèles ont massivement rallié la ville sainte. Il y a également les zikrs, les chants religieux qui fusent de partout. Il faut aussi retenir que c'est une grande tristesse qui envahit en ce moment les cœurs des nombreux talibés présents à Medina Baye. Pour eux, c'est une immense perte. Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, qui est le 4e khalife de Maulana Baye Niass, était un homme ouvert et surtout accessible selon de nombreux témoignages. Plus jeune, il fut le bras droit de son père qui l'envoyait en mission dans beaucoup de pays en guerre. Il a pu régler beaucoup de crises dans des pays africains, selon ses proches. Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass était polyglotte, Souleymane. Il parlait, selon ses talibés, le Hausa, le Hassana, l'anglais, l'arabe, le français, entre autres. Le défunt s'était aussi beaucoup investi dans le social en construisant des postes de santé, des écoles franco-arabes et surtout des mosquées. Depuis 2011, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass est né il y a 88 ans à Kossi, village situé à 8 km de Kaolack. Lui qui était aussi considéré comme un grand agriculteur sera inhumé mercredi prochain à Medina Baye, près de son père Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Son corps, il faut le retenir, a déjà été acheminé à la morgue de la grande mosquée de Medina Baye, Souleymane. Voilà les informations dont je dispose pour le moment. Aminata Goudiaby, en direct de Medina Baye à Kaolack. Merci à vous. Nous vous retrouverons lors de nos prochaines éditions et puis peut-être au cours de ce journal, le portrait du successeur de Cheikh Ahmed Tidiane Niass à la tête donc de la communauté de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass. En attendant, parlons de l'ultime hommage rendu au président de la CNES. La morgue de l'hôpital principal de Dakar a refusé du monde ce matin et les témoignages sont unanimes. Mansour Kama, un homme de paix, de convergence, il a beaucoup contribué au développement du secteur privé sénégalais. Amadou Sabarba. Ils étaient tous à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour un dernier hommage à un capitaine de l'industrie sénégalaise, Mansour Kama, un homme utile, notamment dans le secteur de l'eau, témoigne Charles Fall, directeur général de la SONES. Je retiens que l'homme pour le secteur dans lequel nous intervenons, à savoir l'hydraulique urbaine, un homme patriote, un homme très engagé, un homme qui croit en ses convictions et nous prions qu'Allah l'agrée à son paradis. Et nous retenons également que c'est un homme qui a été très utile et pour le secteur de l'eau potable et le Sénégal dans sa globalité. Mansour Kama, un homme juste, un bon conseiller, selon Yorodé, ancien ministre du Travail sous le régime d'Abdoulaye Wade. Je retiens de lui qu'il a été l'un de mes meilleurs conseillers quand j'étais ministre du Travail. Je l'ai connu dans les années 80, nous avons cheminé longuement ensemble. Et quand j'ai eu la chance d'exercer les fonctions de ministre du Travail, je l'ai beaucoup écouté et il m'a beaucoup conseillé. Et ce que nous avons fait dans le cadre du dialogue social, nous l'avons fait avec lui et bien sûr avec les autres partenaires sociaux. Il connaissait l'entreprise, il connaissait les questions du travail. Mansour Kama repose désormais au cimetière musulman de Yoff. RFM, la radio de toute l'actualité.
Les opérations de démolition des excroissances du marché Sandaga vont reprendre cet après-midi à 17h. La nuit dernière, les bulldozers ont rasé une bonne partie des cantines autour du bâtiment central. Ce matin, l'ambiance sur le site était morose, sauf pour les ferrailleurs qui récupèrent du métal, des gravats et les riverains qui se disent satisfaits du déguerpissement. Ils se réjouissent à l'idée de retrouver leur Sandaga d'antan. Dans ce reportage de Salimata Aou. Ça va ? Des ferrailleurs qui s'activent pour récupérer le maximum de métal. Ce sont là les débris des cantines démolies du marché Sandaga. L'air nostalgique, Alun Dialndoy apprécie le nouveau visage du marché. D'une manière assez positive, avec quand même un peu de nostalgie, parce que j'ai un peu grandi dans le coin. Donc ma mère a séjourné ici dans les années 60 en tant que commerçante. Mais c'était nécessaire. Et je crois qu'il fallait que le pays évolue, la situation évolue, qu'on ait d'autres infrastructures beaucoup plus appropriées par rapport à la situation actuelle. Je crois que c'était quelque chose de salutaire et nécessaire. Oui, je crois que du point de vue œuvre architecturale et surtout en tant que monument historique classé, je crois qu'il faudra qu'on maintienne à l'identique avec quelques aménagements, certes, le bâtiment principal. Pape habite les parages. Une tasse de café à la main, il se promène, chose qu'il n'a pas faite depuis des années. Je suis vraiment très content. Cela aurait dû se faire depuis très très longtemps. Vous savez, j'habite ici, Dakar Plateau, mais il m'était difficile de me promener. Je sais que le résultat sera satisfaisant. Abibou n'est pas contre la réflexion, seulement il craint une politisation du secteur. Le dossier du marché Sandaga est très très politisé. J'invite quand même le président de la République à le prendre en main. C'est à lui de prendre la direction de cette affaire. Ce sont d'honnêtes citoyens qui gagnent leur vie ici, donc il va falloir être attentif à leur sort. Le marché Sandaga, méconnaissable. Les commerçants continuent de plier bagages. Des badauds se promènent, téléphone portable à la main pour immortaliser ces moments. Trouvé sur place, le sous-préfet de Dakar Plateau a expliqué à notre reporter la logique d'intervention des autorités. Surtout, Djibi Diallo a réitéré que le bâtiment central inscrit sur la liste du patrimoine national sera également rasé, démoli. Le voici au micro de Salimata Aoua. L'opération a démarré hier sous la direction de monsieur le ministre de l'Urbanisme Abdoukarim Fofana et du maire de Plateau et du maire de Dakar, accompagné du préfet de Dakar et nous-mêmes. Et l'ensemble des services, en tout cas compétents dans ce sens. Donc, on a démarré hier après-midi vers les coups de 17h. Bon, donc, l'essentiel a été en tout cas démoli. Les cantines qui étaient sur la voie publique ont été démolies. Maintenant, vu la sensibilité de la zone, nous avons quand même jugé nécessaire de ne pas fermer la circulation. Donc, tout a été mis en œuvre pour libérer la voie, l'avenue Lamine Gueye et les autres voies d'accès. Donc, ça permettra aux populations de vaquer à leurs préoccupations toute la journée. Aujourd'hui, à 17h, donc, nous allons recommencer, effectivement, pour enlever tout ce qui est gravat et les cantines qui restaient aux abords. Donc, l'opération va se poursuivre ainsi, donc sans créer des désagréments auprès des populations et des usagers, des gens qui ont des positions quand même au niveau du centre-ville. Parce que le plateau regorge quand même l'ensemble des services techniques et administratifs de l'État. Donc, une fois ces axes, qui sont des axes très importants, bouchés, ça peut poser des problèmes d'accès au niveau de la ville, et ce qui peut créer aussi des embouteillages, parfois inestimables. Et plus tard, maintenant, le bâtiment en tant que tel sera l'objet donc d'une démolition. Vous venez de l'entendre, le sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo, Dakar Plateau. Djibi Diallo évoque à la fin de son intervention la démolition prochaine du bâtiment central. L'architecte Mamadou Berté dit non à l'idée de démolir ce bâtiment central du marché Sandaga. L'expert consultant international en conservation de sites et monuments martèle que rien ne justifie la démolition de ce bâtiment. Écoutons Mamadou Berté au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Je l'avais dit au maire Khalifa Sall en 2009 que ce bâtiment ne tomberait jamais, de sa belle mort en tout cas. Il a douté. Lui et les gens du ministère de la Culture ont commis l'expertise de bureaux d'études spécialisés qui sont venus passer 6 mois là-bas. À l'issue de quoi ils ont confirmé, après avoir pris des mesures, etc., parce qu'on ne travaille pas de la même façon, ils ont confirmé l'hypothèse que j'avais émise, qui n'était même plus une hypothèse, la déclaration formelle que j'avais faite, que je maintiens toujours. Le rapport de la protection civile ne dit rien qui va dans le sens de l'effondrement du bâtiment. Il est vrai qu'il y a des parties du bâtiment qui ont beaucoup souffert,
par l'âge, par l'usure, etc., qu'il faut réparer. Mais ça existe, des techniques de réparation, ça existe. Si ces gens-là ne savent pas le faire, de grâce qu'ils demandent, on a beaucoup de concitoyens capables de le faire. Mais on ne va pas ruiner un bâtiment, le détruire, soi-disant, pour le reconstruire à l'identique. De ce que je sais aussi sur les textes internationaux, on ne parle de reconstruire à l'identique que quand le bâtiment est ruiné. Comme on dit en Wolof. Ce qui n'est pas le cas. Le bâtiment, il est debout, il est solide. Je ne vois pas. Sauf maintenant, s'il y a des projets cachés derrière, inavoués, on n'en est pas encore là. Et moi, je tiens d'une autorité, haute autorité chargée de ce dossier, que cette question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Qui plus est, ce bâtiment appartient à la ville de Dakar. Il n'y a pas de permis de démolir. On ne démolit pas parce que c'est l'État comme ça. Il faut des raisons pour démolir. Il n'y a pas de permis de démolir. RFM 94.0, la radio en puissance. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice organise une marche demain. Elle sera suivie d'une grève générale le lendemain. Chersek et ses camarades réclament la satisfaction de leurs revendications. Il y a notamment le reclassement des agents de santé qui se sentent lésés. Koumba Sandiane Faye. Troisième plan d'action. Dès ce mardi 4 août, le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale compte marcher à partir de l'Indest, destination les locaux du ministère de la Santé. Et cela ne s'arrêtera pas à ce jour. Chersek est le coordonnateur. Mardi, je dirais le 4 et... nous allons organiser une marche qui va quitter l'INDSS pour aller au niveau du ministère de la Santé. Mais aussi le même jour, le 4 et le 5, il y aura une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Ça concernera l'ensemble des services, depuis les postes de santé jusqu'au niveau des structures hospitalières, que ce soit au niveau des blocs opératoires, que ce soit au niveau des services de laboratoire, des services de rééducation, en tout cas de l'ensemble des services, même de la dialyse où nous allons assurer uniquement que les urgences et les secteurs sensibles. Une vieille doléance jusque-là dans les tiroirs. Malgré la Covid-19, l'attente semble être longue pour une satisfaction de celle-ci, pour ces travailleurs de la santé. Des personnes normalement qui devraient être reclassées à la hiérarchie A, qui depuis 2009 ont obtenu des diplômes de grande valeur économique, qui appartiennent à des corps, certains même l'ont obtenu dans les universités internationales avec leur doctorat. Et les corps sont créés au niveau de la fonction publique, mais on ne parvient pas à intégrer ces mêmes personnes pour les faire bénéficier de leurs avantages statutaires. C'est pas uniquement ça, c'est lié au fait que on a l'impression qu'on est dans un secteur qui est dirigé par des étrangers. Et ces étrangers-là sont beaucoup plus préoccupés par insérer leurs parents, leurs enfants et leur clientélisme politique que d'insérer du personnel diplômé ou qualifié. Chaque fois qu'on nous parle de recrutement au niveau de la fonction publique, ce que nous constatons, presque sur 1000 agents, à chaque fois il y a des quotas pour les ministères, en tout cas, qui sont des gens qui n'ont pas une qualification pour être dans le secteur. Pour ces syndicalistes, il est grand temps de mettre fin à l'inertie des autorités de la santé, qu'importe ce que leur coûtera leur engagement. Venons-en maintenant au point du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, les chiffres de ces dernières 24 heures, avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 946 tests réalisés, 42 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services et 6 cas communautaires répartis comme suit. Almadi 1, Guédiawaye 1, Kolda 1, Mariste 1, Mbaké 1 et Ziguinchor 1. 63 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 2 août 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 10 386 cas ont été déclarés positifs, dont 6 901 guéris, 211 décédés. Et donc, 3 273 patients sont actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services.
Et puis, pour refermer cette page nationale, parlons de cette pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la commune de Mboro. Les habitants haussent le ton et réclament le départ de la société Aquatec, source, d'après eux, de leur calvaire. Reportage chez Anta Diop. Pénurie d'eau depuis quelques jours à Mboro. Les populations de cette commune du département de Tivaouane traversent des moments extrêmement difficiles en cette période de Covid-19. Cheikh Ahmed Tidiane Sall, porte-parole des populations de Mboro. La problématique du manque d'eau à Mboro est un vrai paradoxe parce qu'au XXIe siècle, au moment où les gens naviguent sur Internet 24 heures sur 24, il se trouve qu'il y a énormément de quartiers à Mboro qui manquent encore d'eau. La situation est davantage plus critique, surtout dans ce contexte de pandémie où il faut respecter les gestes barrières, avoir les mains toujours propres. C'est curieux quand même qu'on manque de façon aussi criarde de l'eau. Sans eau, pas de vie. Mboro polarise plusieurs villages et ne dispose qu'un seul forage, mais selon le porte-parole des populations, le forage n'arrive plus à satisfaire la demande. En plus, l'Aquatec en charge de la gestion de cette infrastructure hydraulique n'a pas respecté ses engagements. Pendant toute la décennie, nous nous sommes battus pour l'érection d'un forage à Mboro. Maintenant, il se trouve qu'on a énormément de problèmes avec Aquatec. Les addictions d'eau posent énormément de problèmes. Il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui qui ne sont pas servis. Ça pose non seulement un gros problème, mais lorsque les Asifor géraient cela, ça se posait avec moins d'acuité. Face à ces problèmes d'eau qui tiennent en haleine toute la population de Mboro, les jeunes de cette localité envisagent même d'organiser une marche pacifique dans les prochains jours. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane. Au Mali, l'armée a subi des pertes lors de 2 attaques simultanées hier dimanche. 5 soldats tués, 5 autres blessés. La double attaque s'est produite dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. Des véhicules sont aussi détruits selon l'armée malienne qui explique qu'entre Gomakoura et Diamali, une mission des forces armées maliennes a été accrochée par des terroristes et qu'au même moment, le camp de Gomakoura a été attaqué à l'arme lourde du côté ennemi. Aucun bilan n'est encore disponible. L'armée fait savoir sur sa page Facebook qu'un renfort a été dépêché et les fouilles sont toujours en cours. Au Cameroun, une attaque à la grenade a fait 18 morts et de nombreux blessés dans un camp de réfugiés à Getchewe, un village à la frontière avec le Nigeria. Selon RFI, les autorités locales soupçonnent des terroristes de Boko Haram venus du Nigeria d'être à l'origine de cette action qui s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. Les victimes étaient endormies quand l'attaque a eu lieu. Au Burkina Faso, l'ancien porte-parole du ballet citoyen, l'avocat Guy Hervé Cam, met sur pied un mouvement politique. Son nom, Sens, servir et non se servir. Selon les initiateurs, Sens est né de la volonté des Burkinabés animés d'un sentiment de rupture pour un vrai changement suite à l'échec de toutes les politiques mises en œuvre. Maître Guy Hervé Cam est le coordinateur national du mouvement politique Sens. Nous l'avons joint à Ouagadougou. Dans notre pays, comme dans beaucoup de pays, il y a une classe de politiciens professionnels. Il y a une autre classe d'acteurs de la société civile, du monde rural. Et tout ce beau monde-là refuse de s'engager en politique parce que selon lui, la politique serait sale. Et nous, après avoir remarqué pendant longtemps qu'en réalité, les politiciens utilisent très souvent les acteurs de la société civile et du monde rural comme des outils de légitimation de leur système, nous nous sommes dit qu'il fallait aller plus loin dans l'engagement et donner des raisons à tous ces Burkinabés qui sont des patriotes sincères et valables, qui se démarquent de la politique, qu'il fallait leur donner des raisons de s'engager. Et l'objectif étant de parvenir à un renouvellement de la classe politique, mais avec des acteurs qui ont déjà une légitimité sociale qui n'est plus là forcément à faire autrement que ce que l'on voit actuellement. Cela voudrait-il dire que votre mouvement aura un candidat à la prochaine présidentielle? Notre mouvement présentera des candidats aux élections couplées de 2020, législatives et présidentielles. Mais comme nous le disons, notre objectif, c'est de construire un autre système politique et nous avons estimé qu'il nous fallait aller d'abord à la base. Il nous fallait travailler dans les élections communales, avoir des conseillers, avoir des maires, avoir des députés et monter plus haut. Nous ne pensons pas que pour nous, il conviendrait donc de commencer la construction de la maison par la toiture. Oui, mais un candidat issu du mouvement, vous par exemple? Le mouvement décidera en temps opportun.
Maître Guy Hervé Kamla, présidentielle burkinabé prévue le 22 novembre prochain. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan s'est déclaré candidat à la présidentielle d'octobre prochain. L'ancien proche et ancien chef du gouvernement de Laurent Gbagbo entre 2000 et 2003 l'a fait savoir samedi à l'issue d'un congrès de la branche du FPI qu'il dirige. Affi-N'Guessan était arrivé en deuxième position avec 9,29% des suffrages lors de la présidentielle de 2015. Et en Guinée, pour terminer, Ousmane Kaba est candidat à la présidentielle prévue en décembre prochain. L'ancien ministre passé à l'opposition l'a déclaré samedi devant environ 200 délégués de son parti, le PADES, parti des démocrates pour l'espoir, parti qui s'est réuni à Conakry. Ousmane Kaba avait été exclu du RPG, le parti d'Alpha Condé, après avoir exprimé publiquement son désaccord avec le chef de l'État. Et pour terminer, le Niger qui célèbre aujourd'hui les 60 ans de son indépendance. Le pays a obtenu sa souveraineté, Souleymane, le 3 août 1960. Cette fois-ci, c'est bien terminé. Merci à vous, Georges Détidio. Puis il est 12h et bientôt 24 minutes. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodé Cham. L'UEFA a pris des mesures strictes pour mettre dans de bonnes conditions les participants et les membres impliqués dans l'organisation du tournoi. L'instance européenne a envoyé courant juillet aux clubs qualifiés un protocole sanitaire de 33 pages qu'ils devront respecter à la lettre, ainsi qu'aux recommandations répétées de distanciation physique. Toujours pour la Ligue des Champions, alors que le Barça va tenter de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en accueillant Naples samedi prochain, la presse catalane déjà pour deviner le 11 que l'entraîneur va mettre en place. De retour après une blessure au quadriceps, Antoine Griezmann va-t-il débuter? Pour le quotidien Mundo Deportivo, c'est une certitude. Le Français sera aligné avec Lionel Messi et Luis Suarez. L'autre quotidien sportif catalan Sport annonce au contraire qu'Antoine Griezmann sera remplaçant contre Naples. Et puis touché au JCO lors de la finale de la FA Cup, le milieu offensif de Chelsea, Christian Pulisic, pourrait être présent samedi pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. En Angleterre, la fédération a publié un document destiné aux arbitres sur les règles à respecter durant la pandémie de Covid-19. Elle précise notamment que tousser de façon volontaire sur un adversaire ou un officiel pourra être puni dans un cas extrême d'un avertissement ou d'une expulsion. Le document ajoute que les arbitres doivent rappeler aux joueurs d'éviter de cracher par terre, bien que cela ne constitue pas un acte d'inconduite. En Espagne, côté transfert, en prêt depuis le mois de janvier, Jason Murillo a conquis le Celta Vigo en quelques mois. Le club fait tout son possible pour acheter définitivement le défenseur international colombien de 28 ans sous contrat jusqu'en 2023 avec la Sampdoria Gênes. Le joueur est d'accord pour rester dans le club espagnol. En Italie, le gardien de Hellas Vérone, Marco Silvestri, a prolongé son contrat jusqu'en 2022 ce lundi. Et puis sans poste depuis son licenciement de la Sampdoria Gênes en octobre dernier, après 6 défaites en 7 journées de Serie A, Eusebio Di Francesco a été nommé entraîneur de Cagliari ce lundi. L'ancien coach de Sassuolo et de la Roma a signé jusqu'en 2022. En France, 4 jeunes joueurs de Montpellier ont été testés positifs à la Covid-19 alors qu'ils participaient à un stage, comme l'a annoncé l'agence régionale de santé. 2 d'entre eux qui présentaient des symptômes ont été isolés dès jeudi. Les 2 autres ont été placés en quatorzaine le lendemain après avoir réalisé un test. Ils sont actuellement confinés dans un établissement hôtelier de la commune. L'agence régionale de santé a recensé les personnes ayant été en contact avec les 4 éléments positifs. Au total, 120 personnes doivent être testées ce lundi par les pompiers. Nous parlons du président de la FIFA, Gianni Infantino, visé par une procédure pénale. Il entend rester président. Une enquête a été ouverte à son encontre pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et entrave à l'action pénale. Selon l'instance, la procédure pénale ouverte en Suisse contre lui ne va pas pousser le président Gianni Infantino à prendre de lui-même un peu de recul. Il va continuer d'exercer pleinement ses fonctions au sein de la FIFA et d'assumer ses responsabilités. Les arbitres de la Confédération africaine de football présélectionnés pour la Coupe du Monde Qatar 2022 sont connus.
détenus. Il s'agit de Maguette Ndiaye côté Sénégal, Oumar Mohamed côté Égypte, Mustafa Gorbal Algérie, Redouane Djiyed Maroc, Bamlak Tessema Éthiopie et Jean-Jacques Ndala du Congo. Et nous terminons avec du basketball. 2 jours après un carton offensif victorieux contre Dallas, Houston a enchaîné dimanche soir en s'offrant le leader de la conférence Est, Milwaukee. Cette deuxième victoire en 2 matchs dans la bulle d'Orlando permet à Houston de remonter à la 4e place de la conférence Ouest grâce à la défaite de l'Utah Jazz contre Oklahoma City samedi. RFM, la presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La presse de ce lundi 3 août 2020, commentée par Georges Détié-Diop. Week-end de Tabaski très endeuillé avec le rappel à Dieu du Khalif de Medina Baye, du président de la CNES, entre autres personnalités. Ils sont décédés hier et les échos indiquent que la mort frappe en plein cœur l'économie et la religion. L'AS fait état d'un VSD de Tabaski macabre au Sénégal. Sud Quotidien note que la communauté musulmane est en deuil. Le Khalif général de Medina Baye n'est plus. L'Observateur en parle et fait savoir que Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Magnas est décédé ce dimanche à l'hôpital général de Grand Yoff à l'âge de 88 ans. Ce que confirme Vox Populi. L'Obs indique qu'on l'appelait communément Papa Cher, ce qui fait dire à Vox Populi que Medina Baye perd Papa Cher. L'Observateur regrette qu'un homme de Dieu, fervent disciple de Cheikh al-Islam, nous ait quittés. Pour mon confrère, Medina Baye vient de perdre un éminent fils et fervent défenseur de la tariqa Cheikh Ahmed Tidiane. Parti, Vox Populi indique que Cheikh Mohamedou Mahi Niasse devrait lui succéder. Et qui, pour succéder à Mansour Kama, le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, est décédé hier dimanche. Ainsi, l'Observateur, qui parle d'une fin de mission, note qu'une des icônes du secteur privé national a signé son dernier combat sur terre. Le Quotidien s'exclame qu'un autre capitaine quitte le navire. À Grand Place renchérit que le privé national perd son icône. Pour enquête, le Sénégal perd un grand employeur du secteur privé. Selon le quotidien national Le Soleil, le patronat perd un de ses chefs de file. Le patronat lui rend d'ailleurs un hommage dans Enquête, un hommage à un leader patriotique. Mais pas que le patronat. Ousmane Sonko, par exemple, confie avoir apprécié l'homme pour sa posture patriotique. Pour Khalifa Sall, Kama a participé à l'entreprise de construction nationale à travers la création d'emplois et la promotion du patriotisme économique. Selon Serigne Mbaye Thiam du Parti socialiste, par ailleurs ministre de l'eau et de l'assainissement, notre pays a perdu un militant du développement. À Grand Place rapporte le témoignage du chef de l'État pour qui le Sénégal vient de perdre un militant du travail et du dialogue social. Macky Sall qui a par ailleurs adressé un message aux jeunes le jour de la Tabaski. Selon Le Soleil, le président de la République les invite à préserver les personnes âgées. C'est au sujet de la pandémie du coronavirus, la Covid-19. Justement, l'AS note que le Sénégal a franchi la barre des 10 000 cas. Libération, lui, s'arrête sur le nombre de décès. Selon le journal, le bilan passe à 209 morts. Libération souligne que le Sénégal est le 4e pays le plus touché dans l'espace CEDEAO et l'Europe maintient ses restrictions. Ce que confirment les Échos qui affirment que le Sénégal est toujours blacklisté par l'Union européenne. Selon le journal, l'UE ne permet toujours pas aux ressortissants du pays de la Teranga de voler dans son espace aérien. Les Échos informent aussi que l'Algérie a été retirée de la liste des pays autorisés à survoler l'espace Schengen. Un coup d'œil à nouveau dans l'Observateur. Il est question du stade Assane Diouf. L'Obs informe qu'après plus de 16 ans de combat, les jeunes de Rebeuss vont retrouver leur stade. Selon le journal, l'État du Sénégal a trouvé un compromis avec les promoteurs chinois pour la restitution du stade Assane Diouf qui a été démoli en 2004 pour la réalisation de la Cité des Affaires Kawsara. Une idée sur le nouveau plan architectural, c'est à la page 3 de l'Observateur, le journal qui évoque aussi la démolition du marché Sandaga. 383 cantines ont été démolies sans anicroche. Les opérations ont démarré hier dimanche. Et mon confrère parle de la fin d'un marché mythique. Le ministre de l'Urbanisme confie d'ailleurs que l'option du gouvernement, c'est la démolition totale et la reconstruction. Le quotidien note que ce sont 87 ans d'histoire qui sont sous les gravats. La fin d'une histoire, titre le journal Le Quotidien, qui nous apprend que la reconstruction va coûter 70 milliards de francs CFA pour 24 mois de travaux. Des nouvelles de Pape Ndiaye, le Benjamin de la Banaïno. Récemment,
récemment gracié par le chef de l'État. Il se confie dans l'Observateur après 24 ans passés en prison. Sa libération, ses évasions, son séjour en prison, ses projets, son arrestation. Pape Ndiaye dit être fils unique et célibataire sans enfant à 42 ans et doit réussir sa réinsertion. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. À présent, accueillons Nafissatou Silla qui nous présente Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Aux États-Unis, le nombre de cas journaliers explose. Il s'élève aujourd'hui à 58 947 nouvelles contaminations et l'on recense 1132 décès. Le Brésil enregistre, lui, 25 800 cas en 24 heures et 541 morts. Le pays déclare 2 733 677 cas recensés au total et 91 104 décès morts du Covid-19. Des chiffres donnés par le gouvernement. Le président Bolsonaro est lui rétabli du coronavirus, mais sa femme a été testée positive. L'épidémie progresse en Chili, au Mexique et au Pérou. Le Mexique est à 940 décès ces dernières 24 heures et près de 5000 nouveaux cas recensés. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires fait état de 1346 cas supplémentaires. La Belgique et l'Allemagne ont respectivement enregistré 447 et 425 cas ce lundi 3 août. 0 décès pour l'Allemagne, mais 4 pour la Belgique. Au Portugal, c'est 3 décès et 992 cas qui ont été recensés. 8 décès en Italie et au Royaume-Uni, qui a enregistré, lui, 744 nouvelles contaminations. L'Espagne n'a noté que 2 décès, mais reconfine de plus en plus de villes. La Russie compte 70 nouveaux décès et 5427 cas supplémentaires. La Corée du Sud compte ce lundi 3 août 23 nouveaux cas de contamination. Au Japon, le Covid continue de grimper avec 853 nouveaux cas, mais 0 décès. La Chine enregistre 43 nouvelles contaminations en 24 heures, mais aucun mort n'est déclaré. En Inde, le bilan humain continue de s'alourdir. Ce lundi, c'est 1 807 222 cas qui ont été enregistrés et 758 décès. En Inde, le bilan humain continue de s'alourdir. Ce lundi, c'est 1 807 222 cas enregistrés et 758 décès. L'Égypte comptabilise 167 nouveaux cas, le Maroc 522 cas et 15 nouveaux décès. L'Afrique du Sud, elle, compte ce lundi 213 morts et 8195 nouveaux cas. L'OMS totalise à ce jour plus de 18 millions de cas dans le monde et dépasse la barre des 695 000 décès dus au Covid-19. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h35, bienvenue à Point de Vue. Point de Vue aujourd'hui sur le bilan à ce jour de 5 mois de riposte à l'épidémie de Covid-19. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Ndiaye, bonjour. Bonjour, Souleymane. Bonjour et Dewenati, bien naturellement. Dewenati Souleymane. Nous sommes également avec le professeur Cheikh Mbakelo, expert en santé publique. Bonjour et Dewenati, professeur. Bonjour Souleymane. Dewenati, et je voudrais profiter de votre antenne pour présenter mes condoléances à 2 grandes figures qui viennent de nous quitter, notamment le Khalife de Medina Baye et le président Mansour Kama. Très bien. Alors, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, 5 mois, presque jour pour jour, puisque le premier cas de Covid-19 au Sénégal a été enregistré le 2 mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Quel bilan, très rapidement, faire déjà de l'évolution de la maladie, mais surtout de la riposte qui a été apportée par le Sénégal à l'évolution de cette pandémie dans notre pays? Merci beaucoup, Souleymane. En tout cas, salutations également au professeur qui est en ligne actuellement et Dewenati à tous les auditeurs également du Sénégal.
Le bilan qu'on peut faire, pour l'instant, on va présenter le bilan sûrement dans la semaine, le bilan global. Mais nous savons aujourd'hui que le Sénégal a entamé pratiquement son 6e mois, pratiquement 5 mois déjà révolus que nous avons vécu cette pandémie. Cette épidémie est entrée dans le pays. On peut noter que pratiquement pour la première fois, en tout cas une des rares fois où l'épidémie a touché toutes les régions du pays. Pratiquement. Toutes les régions ont été touchées. Aujourd'hui, on peut dire que 38 départements sur les 45, soit 84% sont atteints. Il reste peut-être à peu près 6 départements ou 7 qui ne sont pas encore touchés. Il y a 63 districts sur les 79 districts du pays, 80% qui sont touchés également. Il y a également pratiquement, si vous regardez, près de 7000 personnes, en tout cas, qui ont été guéries, mais il y a quand même 10 386 à ce jour qui ont été déclarés positifs. Nous avons eu donc une épidémie qui a été gérée dans des proportions données, où nous avons entamé des stratégies, nous avons mis des stratégies au début, lesquelles stratégies ont connu un début de modification, notamment il y a de cela environ 3 semaines. C'est-à-dire qu'au début de l'épidémie, nous avions un certain nombre de stratégies, c'est-à-dire on était focalisé autour des portes d'entrée pour essayer de voir comment gérer cette épidémie et l'entrée des malades ou éventuellement des cas importés. Mais lorsque l'épidémie s'est installée de manière confortable dans le pays, on a bien sûr axé notre lutte autour de tout ce qui est cas contact, de tout ce qui est prise en charge des malades et également de tout ce qui est renforcement des mesures barrières, mais également de tout ce qui est sensibilisation. Ceci a continué, n'est-ce pas, avec un nombre de cas et également, bien sûr, en testant le maximum de personnes. On l'a fait jusqu'à présent et c'est ce qui se poursuit. Mais à un moment donné, il s'est trouvé que nous avons connu avec l'engorgement de ce qu'on appelait les centres de traitement extra-hospitaliers, nous avions également modifié un peu pour essayer de désengorger en mettant une stratégie d'appoint, notamment une prise en charge à domicile des cas non symptomatiques, mais également en essayant de renforcer les mesures au niveau des centres de traitement. Mais également dans le cadre des stratégies, en ciblant mieux actuellement les cas qui sont plutôt symptomatiques et les cas vulnérables, parce qu'actuellement, au moment où nous sommes, ce qui se pose essentiellement, il faudra continuer l'ensemble des stratégies, n'est-ce pas, à un degré moindre, mais surtout sur la prise en charge des cas, parce qu'il y a une létalité qui est là. Mais justement, je voulais vous parler du nombre de morts et du niveau de saturation des centres de prise en charge, des centres donc de traitement des épidémies. Sur le point létalité, justement, hier nous avons entendu le directeur général du bureau prospective économique, M. Moubarak Lo, dire que 209 morts à la date d'hier, c'était largement, c'était au-dessus des anticipations qui avaient été faites. Et tout le monde s'interroge sur cette létalité de 2% qui est en deçà de la moyenne mondiale, certes, mais qui est au-dessus de la moyenne de beaucoup de pays de la sous-région. Qu'est-ce qui explique ce nombre de morts dans l'absolu et rapporté au nombre de cas en général ? Oui, le nombre de morts, en fait, cette létalité, le nombre de morts, en réalité, à chaque fois que le nombre de morts est là, c'est-à-dire des décès, on va toujours interroger la prise en charge, notamment, mais également l'arrivée tardive des patients. C'est deux choses sur lesquelles on va toujours s'interroger. Mais en réalité, on ne peut pas, en tout cas, on peut dire que c'est toujours acceptable, mais il y a des pays qui ont également des létalités moindres, mais vous savez que cette létalité, selon les calculs qu'il y a, on peut avoir quelques variations un peu. C'est un peu technique, mais néanmoins, il y a des pays qui aujourd'hui, on sait qu'ils ont des létalités relativement faibles par rapport au Sénégal, mais c'est lié au nombre de personnes qui sont testées ou au nombre de personnes, en tout cas sur le plan même de la collecte des données.
Mais ici, nous avons, en tout cas, nous pensons que nous avons, en tout cas, des mesures qui reflètent le plus la réalité des choses. Mais encore une fois, jusqu'à présent, nous sommes dans des taux qui ne sont pas en tout cas alarmants sur ce plan. On reviendra avec... Les décès, on doit toujours éviter les décès, mais en tout cas, on peut dire que nous sommes toujours dans des proportions qui font que nous devons encore une fois resserrer l'étau autour de cette prise en charge pour essayer de diminuer le maximum les décès. J'aimerais entendre le professeur Cheikh Mbakelo sur d'abord le tableau qui a été décrit, que nous connaissions en partie avec de nouveaux éléments, le nombre de districts touchés, 63 sur 79, le nombre de départements, 38 sur 45, plus de 10 000 cas déclarés, 6 900, presque 7 000 guéris, 211 décès à la date d'aujourd'hui et 3 273 personnes en traitement actuellement. Quelle est votre analyse d'abord de ce tableau et deuxièmement de la stratégie de riposte du Sénégal? Écoutez, Souleymane, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord qu'effectivement la maladie est en train de progresser. Et c'est pour cela d'ailleurs que pour moi le bilan est mitigé. Je vous donne très simplement, sur le plan de la prise en charge, moi je pense que nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Et jusqu'à présent, je rends hommage vraiment à nos médecins, au personnel médical, parce qu'ils ont su en tout cas contenir les difficultés et les hôpitaux jusqu'à aujourd'hui ne sont pas débordés et des stratégies sont mises en place vraiment pour pouvoir suppléer à cela. Ça ne pose aucun problème. Sur le traitement aussi, je pense que sur le traitement précoce, avec l'hydroxychloroquine, le bilan est positif. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau. Le gros problème que nous avons, c'est justement au niveau de l'adhésion de la population. Parce que si la maladie est une maladie qui est contagieuse, qui progresse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'adhésion de cette population-là. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut intensifier le travail. Aujourd'hui, il faut intensifier la sensibilisation en direction des jeunes. Parce que en général, les jeunes sont des porteurs asymptomatiques. Et ce sont ces jeunes qui vont retourner dans les maisons pour contaminer toute la maison, contaminer les personnes âgées, contaminer ceux qui ont des comorbidités. Et c'est ça qui explique effectivement le nombre de morts. Parce que ceux qui ont des comorbidités sont effectivement exposés. Et si vous voyez, la plupart du temps des décès que nous enregistrons, c'est en général des gens qui ont d'autres maladies et qui succombent ou bien c'est des personnes de troisième âge. Donc je pense que la sensibilisation, il faut que ces jeunes soient sensibilisés. Si les populations n'adhèrent pas, je pense que nous allons vers des lendemains incertains. Et pour cela, je pense qu'il faut aussi, au niveau de l'État, qu'on puisse appliquer des mesures coercitives. La loi est là. Le port de masque, nous avons dit effectivement que ce port de masque doit être obligatoire. Dans les lieux publics, ouais. L'État peut commencer dans les lieux publics, au moins, que dans les marchés, de faire respecter cette loi. Parce que nous ne pouvons pas, effectivement, on ne peut pas avoir un policier derrière chaque citoyen. Ça, c'est impossible. D'autant plus que nous sommes dans un pays où les ressources sont limitées. Mais nous pouvons exactement, dans les lieux publics, notamment les banques, mais quand vous allez dans les banques maintenant, c'est le relâchement. Ils ne donnent même plus de gel, ils ne respectent plus les lignes. Mais tout cela, c'est parce que effectivement, ils ont senti un relâchement de l'autre côté. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est insister justement pour qu'au niveau de ces lieux publics, au moins, que l'on puisse respecter les mesures barrières. Et si on le respecte au niveau de ces lieux publics, ce sera vraiment pédagogique parce que les populations verront qu'effectivement, il y a des mesures coercitives au niveau de ces lieux publics et en ce moment, ils pourront peut-être sentir la nécessité, effectivement, de respecter ces mesures barrières et surtout de porter le masque. Parce que moi, je trouve que vraiment, c'est écœurant de voir des gens ne pas porter des masques parce qu'ils sont jeunes et qui vont, à leur retour, contaminer vraiment des personnes de troisième âge ou bien des personnes qui ont des comorbidités et conduire vraiment à leur perte. Professeur, il faut insister sur cette sensibilisation. Je note bien, mais certains ajoutent qu'il faudrait peut-être créer un électrochoc en montrant peut-être des personnes malades sous certaines conditions, bien naturellement, notamment le raccord ou l'accord de leur famille, le minimum d'anonymat qu'il faut respecter et tout, parce que l'un des facteurs clés justement de ce relâchement, c'est que les gens ne croient pas en l'existence de cette maladie tant qu'ils ne l'ont pas vue, justement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je ne suis pas seulement en phase avec vous. C'est-à-dire que j'ai vu l'autre jour avec
votre TFM qui avait effectivement... Mais je pense qu'il faut multiplier ces genres d'émissions. Il faut donner la parole à ces gens qui ont combattu cette maladie dans les hôpitaux. Il faut aller dans les hôpitaux et montrer ça aux populations. Parce que je pense qu'effectivement, il faut un électrochoc. Nous avions dit qu'il faut une implication communautaire. Et que cette implication communautaire aussi, il faut encore une fois, et je le répète encore une fois, il faut nécessairement que nos guides religieux puissent s'exprimer sur cette question. Parce que je ne vais pas dire que si les guides religieux parlent, que toute la population va rallier, mais au moins il y aura une grande partie de cette population qui va rallier la cause. Et je pense que si nous combinons les deux, je pense que nous aurons des résultats très rapidement. Mais très bien, entendons le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye sur cette question de la sensibilisation, de la communication pour le changement de comportement, de l'information, de l'éducation, etc. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quel changement apporter à la stratégie de communication d'après vous? Merci. Je suis parfaitement d'accord avec le professeur sur l'ensemble, sur le cri de cœur d'ailleurs qu'il a lancé. C'est pratiquement essentiellement là où nous devons mettre maintenant l'accent. On a essayé de faire avec l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des mesures. Nous avons suivi l'épidémie jusqu'à ce moment, mais la limite de nos stratégies aujourd'hui, c'est au niveau de la sensibilisation et au niveau de l'implication de la communauté en prenant part activement à la lutte contre cette épidémie. Encore une fois, c'est des piliers où il y a la partie médicale ou médico-sanitaire, il y a la partie engagement communautaire qui encore reste. Il faut que les populations acceptent les mesures qui ont été édictées et préconisées. On ne peut pas faire l'économie de ces mesures. On ne peut pas gagner cette bataille en faisant l'économie de ces mesures. Il faut absolument que ces mesures soient respectées. Oui, mais docteur, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas à coup d'incantation qu'on va changer les comportements. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain? Oui, ça ne se décrète pas, Souleymane, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'État doit encore mieux en tout cas s'impliquer pour que les gens essayent de reculer, mais en réalité, on voit que les gens tardent encore à respecter ces mesures. Ce n'est pas une insuffisance de la communication, mais c'est plutôt quelque chose qui semble être un refus même d'accepter cet état de fait en réalité. Mais je pense qu'il faudra continuer encore une fois, comme il l'a dit tantôt, il faut que les guides religieux s'impliquent. On a été actuellement avec le plan préconisé par le ministère de la Santé, on a mis les jeunes, les femmes, les associations, les socio-anthropologues au niveau de Dakar, surtout les départements les plus touchés, notamment Dakar-Thiès et la région de Diourbel. Mais il ne faut pas seulement se focaliser sur ces régions où il y a beaucoup de cas, il faudra intensifier, mais les régions non encore envahies ou où le dépassement n'est pas atteint, il faudra également que ça s'intensifie au niveau de toutes ces régions, y compris les départements ou les districts où il n'y a rien. Parce que là aussi, la transmission communautaire est là. Il ne faut pas qu'on se voile la face. La transmission communautaire est là et les chiffres communiqués, c'est toujours selon une collecte de données. Il y a toujours une transmission communautaire qui est là. Ça signifie que c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a des cas qui peuvent toujours passer inaperçus. Donc, il faudra que chacun, là où il soit, essaye de faire le maximum pour éviter que cette maladie se propage. C'est-à-dire se protéger, mais protéger également l'autre qui est en face de soi. Merci à tous les deux. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et le professeur Cheikh Mbacké Lo, expert en santé publique. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À 13h, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes. Très bon après-midi. Au revoir. Dans un petit instant, une page commerciale avant de retrouver Pape Ngagne Ndiaye pour le journal en Wolof. Déwénati encore une fois.